Nous allons parler ce soir de la Guinée, du Congo et puis de la France avec Maître Eric Emmanuel Sosa, notre invité. Bonsoir Maître Sosa. Bonsoir Samuel Niaoui. En Guinée, la mobilisation contre un troisième mandat d'Alpha Condé enregistre déjà ses premiers morts. Au moins 4 jeunes manifestants et un gendarme ont été tués lundi en Guinée dans les heurts entre les forces de sécurité massivement déployées pour contenir les manifestations dans la capitale Conakry et des milliers d'opposants à un troisième mandat de l'actuel président Alpha Condé, sur ce qu'ont indiqué les proches et le gouvernement. Cette journée de mobilisation à l'appel d'un collectif d'opposition et de la société civile renforce l'inquiétude dans l'éventualité où M. Condé confirmerait son intention de briguer un troisième mandat fin 2020. Maître Sosa, on le voit au niveau de la Guinée, le décompte macabre se poursuit parce que l'année dernière, Alpha Condé avait atteint la barre des 100 morts pendant les manifestations depuis qu'il était au pouvoir. Et cela reprend pour quelque chose qui aurait pu être simplement évité. Écoutez, le cas guinéen est un sujet de préoccupation majeur. Il est un sujet de préoccupation non pas uniquement en raison des événements actuels, mais il est un sujet de préoccupation majeur parce que ça interroge la qualité de la démocratie en Afrique et la crédibilité des hommes politiques africains, parce que je n'aurais jamais imaginé que le professeur Alpha Condé, devenu président de la République, d'abord contre le bon sens et contre les valeurs qu'il a toujours défendues, irait imaginer se présenter à un troisième mandat. Ça ressemblait à tous les autres chef d'État africain imaginable, sauf à Alpha Condé. Parce que je connais l'homme, personnellement. Je connais l'homme pour avoir accompagné son combat pour la démocratie. J'ai été parmi ceux, à l'époque, jeunes avocats, qui défendaient Alpha Condé parce qu'il était emprisonné alors qu'il était candidat contre le général Lansana Conté. Alors, aujourd'hui devenu président, qu'il verse dans les mêmes travers que ceux qu'il a combattus, ça inquiète beaucoup et ça interroge sur la capacité des intellectuels africains à devenir crédibles. Parce que finalement, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils sont en train de faire la part belle aux militaires. Parce que c'est toujours, à un moment donné, quand les hommes politiques ont installé le chaos, que un troisième larron arrive avec les arguments de la gâchette, avec les patogas et les treillis, et on vient dire qu'il s'agit d'un coup d'État. Et là, on proteste énergiquement en disant que c'est interdit, que c'est immoral, que c'est inacceptable, alors que ce qui se passe est déjà une façon de commettre un coup d'État constitutionnel. On est en train... Aujourd'hui, alors que le professeur Alpha Condé a accepté le principe de cette constitution, alors il faudrait peut-être trouver un moyen juridique dans les ensembles communautaires pour interdire, de la même façon que la CEDEAO a interdit les modifications de codes électoraux 6 mois avant les scrutins, faire en sorte que s'il y a constitution à changer, on le fasse au tout début de son mandat. Comme ça, au moins, on dispose pour l'avenir et sans y voir ses intérêts personnels. Parce que Alpha Condé, quand il a été président, c'était sous cette même constitution. Il ne lui trouvait rien à redire. Et aujourd'hui, ils essayent. C'est toujours le même jeu. On arrive toujours à ses fins, avec une majorité à sa solde à l'Assemblée nationale, à faire modifier la Constitution pour arriver à faire un troisième mandat en présentant la chose à un référendum comme si le peuple l'avait accepté. C'est toujours une tricherie, c'est toujours une malhonnêteté intellectuelle, et ça me fait très mal de voir que c'est quelqu'un comme Alpha Condé qui est en train de commettre cette malhonnêteté. On va vous dire, mais attendez, vous pleurez avant d'avoir mal, parce que le professeur Alpha Condé n'a pas encore dit qu'il va faire un troisième mandat. Il l'a pas encore dit. Mais il lui suffit de dire, je ne le ferai pas, et je veux qu'on corrige cette constitution, parce que laisser encore
les travers de cette constitution. Continuer sous le mandat de celui qui va venir, c'est peut-être laisser le pays en proie à des périls à venir que je veux lui éviter. Je le fais dans l'intérêt de la nation, pas dans le mien. Je ne me présenterai pas comme l'a fait, par exemple, le Nigérien Issoufou, et que je salue au passage, parce que lui, dans son pays, on a déjà eu le cas avec un certain Tandja Mamadou, qui, avec le Tazar Tché, a voulu maintenir coûte que coûte les conditions pour faire un troisième mandat, n'eût été un Salou-Dibo. Et c'est pour ça que je dis que c'est toujours les hommes politiques, civils, qui préparent le lit des coups d'État. Si un général, un colonel de l'armée guinéenne dit « Bon, ça y est, ça suffit maintenant, trop de morts dans les rues pour cette constitution, on va mettre fin à la chose, on va dire c'est un coup d'État, il y a un troisième larron qui est arrivé, et ce n'est pas acceptable ». On a vu la même chose avec Al-Béchir. C'était d'autres raisons, mais à chaque fois, on fait la courte échelle à l'armée, qui vient, qui intervient, et qui rafle la mise. C'est pour ça que la chose me révolte. C'est pas uniquement parce qu'il y a quelques morts. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est qu'on tue la Constitution et on tue l'espoir de la démocratie en Afrique. C'est ça qui me fait mal. Mais Alpha Condé dit quand même qu'on ne peut pas priver les Guinéens du droit de se prononcer sur la Constitution. Quel Guinéen lui a demandé de se prononcer sur la Constitution et qu'il n'a pas eu audience chez lui depuis 10 ans? Quel Guinéen? Qui nous disent lequel? Les Guinéens de son parti? Les Guinéens de sa formation politique, les Guinéens de sa pléthore de valtailles là autour, qui le pressent de se maintenir au pouvoir pour que eux aussi ils soient sûrs de pouvoir continuer à profiter. Ils ont peur, ces gens-là, d'aller dans l'opposition. Ça leur fait peur. Ils voient comment vivent les opposants. Ils ne veulent pas que ça leur arrive. Ils préfèrent le confort des bénéfices et des prébendes du régime qu'ils servent. Et pas la nation guinéenne, parce qu'aucune nation guinéenne n'a demandé à M. Alpha Condé de préparer la modification de la Constitution dont il s'est contenté pendant 10 ans. Non, on ne va pas trouver des subterfuges et des circonlocutions pour dire que cette chose est une horreur et qu'à toute force, il faut absolument s'élever contre. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi là, peut-être, Maître Sosa, dans une sorte de vision idéaliste de quelque chose qui ne marche pas? Moi, je regarde un peu la Chine aujourd'hui, qui a sauté le verrou de la limitation de mandat. Ça n'a choqué personne dans le monde. Le pays se développe très bien et d'aucuns disent même que la démocratie serait un frein au développement. Bon, alors, comparaison n'est pas raison, mais merci quand même d'avoir fait l'exemple, d'avoir fait le choix de proposer la Chine comme élément de réflexion. Il y a eu récemment un sommet Chine-Afrique. Oui. Le jour où il y aura un sommet Guinée-Afrique, je dirais que peut-être il se passe quelque chose en Guinée qui mérite qu'on y prête attention. D'accord? Les Chinois ont dit depuis très longtemps qu'ils n'étaient pas partisans du modèle démocratique occidental. Ils l'ont dit, on le sait, dans leur ADN, c'est connu. Donc l'enfant chinois qui naît aujourd'hui sait déjà quelle est la règle du jeu politique. Donc il ne lui viendra pas à l'idée d'aller contester la modification de la Constitution qui a fait sauter le verrou. Bon, ok, comment dire, le président Ping, bon, d'accord, il a trouvé les moyens de se faire élire président à vie. Bon, d'autres avant lui l'ont fait. Bon, la Chine ne s'en est pas portée plus mal. Au contraire, la Chine est devenue, ou menace de devenir maître du monde. Oui. Alors, si un système politique est capable de générer... Ils sont l'atelier du monde, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé les moyens, d'abord, de mettre en place le système politique qui va leur permettre de dominer le monde. Bon, les Chinois sont soignés convenablement chez eux. Qu'ils aient un président à vie, ça ne me dérange pas tant que ça. On ne voit pas les caciques du régime chinois aller faire des Freuden à Paris en dépensant les millions de l'argent public dans des plaisirs totalement scabreux. Ça, non. Donc, je ne dis pas que c'est le modèle à suivre, mais quand même, à tout prendre, je préférerais peut-être des dirigeants visionnaires
ardents travailleurs pour le bien-être de la nation, qui durent au pouvoir et qui font durer un système qui donne des garanties et qui font croire en l'avenir des enfants, que des aventuriers comme ça, qui, une fois devenus présidents, alors qu'ils ont passé 30 ans de leur vie à combattre quelque chose, le commettent éhontément parce que maintenant, ils en ont les moyens. C'est scandaleux. Et puis, autre chose, on parlait donc de ce bilan de 5 morts, dont un gendarme. On a aussi un peu l'impression que la police, l'armée guinéenne a la gâchette un peu trop facile. Ah bon? Ailleurs, je pense que la comptabilité aurait été beaucoup plus massive en défaveur de la population non armée. Hein. Je ne dis pas que l'armée guinéenne est défendable. Je dis, vous savez quoi? Il faut une civilisation du maintien de l'ordre. L'ordre est un acquis de la démocratie. L'ordre. D'accord? Et si il y a une menace contre l'ordre public, il faut que l'ordre public soit défendu coûte que coûte. Maintenant, il y a une façon de maintenir l'ordre. Les gilets jaunes, ça a duré depuis le mois de novembre de l'année dernière, bientôt 1 an. Combien il y a eu de morts? Et pourtant, il y a des violences dans la rue parisienne. Il y a des casses régulièrement. On détruit les biens privés et publics. Mais on a su faire maintenir l'ordre sans tuer les gens. Alors, il faut peut-être que nos soldats apprennent le maintien de l'ordre, que ça soit un vrai métier. Ils ne sont pas en guerre contre la population qui sort dans la rue. Ils ne sont pas en guerre contre le manifestant. Malheureusement, nous avons un modèle qui les forme à massacrer du civil plutôt qu'à protéger la population et à protéger la nation. Vous voyez, au Mali, dès qu'il y a 200 djihadistes qui font le rodéo, c'est un carnage. Voilà, ils ne savent pas faire ça. Mais quand vous êtes à main nue dans les rues, ça, ils savent faire. Ça, ils savent mater. Ça aussi, c'est une culture qu'il faut changer pour faire évoluer l'Afrique. Nous passons maintenant au second sujet, c'est le Congo. Une plateforme d'organisation de la société civile du Congo-Brazzaville a demandé au procureur de la République de se saisir d'une affaire présumée de corruption concernant 2 députés, fils et filles du président Denis Sassou Nguesso, accusés de détournement de fonds publics. Notre plateforme de la société civile pour la défense des droits de l'homme et la démocratie a déposé une plainte devant le procureur de la République afin qu'il s'implique donc dans cette affaire et dise la vérité aux Congolais, a déclaré samedi Joe Washington Ebinam, une des personnes ayant pris l'initiative de la plainte. Ça m'amène, moi, maître, à vous poser cette question sur les procureurs de la République dans nos États. On a l'impression qu'ils ne se bougent pas beaucoup. Hein. Écoutez, mais non, attendez, ne jetons pas la pierre à ces magistrats qui n'ont pas toujours la tâche facile. J'aimerais bien vous y voir. Au Congo, en train de poursuivre le fils et la fille du président Sassou Nguesso du haut de votre siège de procureur de la République. Bon, si il vous arrive pas des malheurs, il pourrait vous arriver une mutation. Elle pourrait être punitive. Parce que là, au moins, on y mettra les formes. Mais je ne connais aucun procureur de la République qui sache se mettre en retrait du pouvoir en se proclamant indépendant. Ça n'existe pas. Dans notre système hérité du Code d'instruction civile français. Vous parlez pour... d'instruction pénale française. Vous parlez pour l'Afrique ou de façon générale? De façon... Non. Pour l'Afrique francophone. On n'a pas les mêmes typologies dans le système anglo-saxon. Oui. Où parfois vous avez des procureurs élus. Et parce qu'ils sont élus, ils sont véritablement indépendants. Dans un pays comme le Burkina Faso, quand je disais ça, je devais faire une exception pour le Burkina Faso, où la magistrature a réussi à créer un code qui lui permet d'avoir une véritable indépendance. C'est-à-dire que désormais, les procureurs de la République au Burkina Faso demandent à avoir des instructions écrites
Et un procureur de la République burkinabé, s'il est saisi d'une plainte qui est dirigée contre un membre de la famille du président Kaboré, je crois, instruirait, ouvrirait en tout cas un dossier ou prendrait des réquisitions afin d'informer. Il le ferait parce qu'il est véritablement indépendant et c'est le statut de la magistrature nouveau du Burkina Faso qui lui donne cette capacité. Dans tous les autres pays francophones, aucun n'aura la chance d'exprimer cette forme d'indépendance qui, aux yeux du pouvoir, serait coupable. Mais soyons clairs là-dessus. Mais ne serait-ce, Maître Sosa, que pour la forme, c'est-à-dire même ne le faire que pour donner l'impression véritablement que la justice sert à quelque chose. Et si, in fine, on peut trouver des excuses, on peut dire que l'affaire est un non-lieu. Cher ami, je veux bien qu'on idéalise un peu sur la justice, son indépendance et le fait qu'elle doit être une valeur au-dessus des autres. Parce que entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège. Et qui protège la loi elle-même? Les juges. Mais malheureusement, vous voyez, dans une démocratie aussi certifiée, entre guillemets, que les États-Unis, des procureurs aussi velléitaires n'arrivent pas à poursuivre M. Trump pendant qu'il est au pouvoir. Alors que la loi américaine ne lui garantit pas l'immunité. La Constitution américaine ne dit pas que pendant qu'il est président, il est hors de toute atteinte lorsqu'il commet des actes qui sont attentatoires à l'intérêt de la nation. Donc vous voyez, ce n'est pas possible aux États-Unis non plus. Monsieur Trump arrive à se faire protéger par une digue de procureurs et de juges qui sont dévolus, enfin complètement dévolus à son service et dévoués à sa cause. Donc, si même aux États-Unis on a du mal à le faire, pourquoi voulez-vous qu'au Congo-Brazzaville on trouve des juges complètement kamikazes et suicidaires pour aller faire quelque chose qui, de toute façon, ne leur attirera que des ennuis? Non. Troisième sujet, la France, on en parle rapidement. Après près de 80 heures de débat intense, l'Assemblée nationale française a voté ce mardi à une large majorité un vaste projet de loi sur la bioéthique dont la mesure phare prévoit l'ouverture controversée de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, y compris les célibataires et les homosexuels. Alors, mettre ça, fonder une famille sans père. Est-ce qu'on n'est pas dans une société à la dérive? Dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit un progrès. Dans l'absolu. Dans ma conception personnelle et culturelle, une famille, c'est un père, une mère qui font des enfants. Il arrive que, parfois, par les vicissitudes de la génétique ou par les inégalités de la vie, certaines familles ne peuvent pas se composer de la sorte et qu'on ait recours à l'assistance médicale, à la science donc. Mais que le recours à la science permette des dévoiements à ce point dangereux pour la psychologie générale de l'enfant, parce que un jour l'enfant demandera quand même de quel arbre je suis le fruit. Bon, et il y aura à ce moment-là une aporie, on ne pourra pas lui répondre, parce que ici il y a une façon de nier le père qui est réduit à des gamètes. Finalement, le père, en raison des facilités que la science a créées et que aujourd'hui la loi entérine, le père n'est plus tout à fait utile. Il est utile pour fabriquer l'enfant, mais à partir de ce moment, il disparaît. Je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Et je prierai
tous les dieux possibles pour que les Africains ne prennent pas, comme on en a l'habitude, ce chemin parce que ça nous indique, ça nous fait croire que ça fait civiliser. Ça appartient à des civilisations qui nous sont étrangères et qui, de ce point de vue-là, doivent nous rester étrangères. Je pense qu'on peut dire cela sans offenser personne. Je ne partage pas cette forme d'évolution sociétale et je ne partage pas ce modèle familial qui compromet l'idée que je me fais du genre humain. Aujourd'hui, est-ce que c'est la société française qui veut de manière générale aller vers là, ou c'est une classe politique pour honorer des promesses électoralistes? Il y a les deux, mais il y a surtout aussi une façon de chosifier l'enfant. L'enfant devient un droit que l'on réclame à tout va, et comme on ne peut pas le réclamer à la nature, on le réclame aux législateurs, qui, par justement clientélisme, entérine ce que la science sait déjà faire depuis longtemps. On dit procréation médicalement assistée. Si vous êtes dans le cadre d'une composition conjugale et que vous ne pouvez pas procréer naturellement, la science peut vous assister. On a dévoyé cette facilité que la science a créée à d'autres fins qui, d'un point de vue philosophique, vont poser des problèmes de toute la façon, des problèmes graves pour ceux qui en seront victimes. Parce que, en fin de compte, je ne suis pas sûr que ce soit une bénédiction absolue de naître dans ces conditions-là, de naître comme un objet qu'on a voulu et qu'on est allé s'acheter au supermarché. Non. Dans le fait que j'existe, il y a une part qui ne m'appartient pas et qui appartient à l'immanence. Et que je m'assure, coûte que coûte, la présence d'un enfant dans mes bras, parce que c'est la science qui me le permet, parce que c'est la loi qui l'a autorisé, ça pose un problème de société, un problème philosophique. Maître Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. La pause, 10 minutes et regard croisé.